là 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 là. Ouh là 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 là, qu'est-ce que j'ai mal au crâne, qu'est-ce que ça fait mal. Les amis, hier soir, j'ai regardé un match de Ligue des Champions, Real City. Alors, je me demande si c'est vraiment le même sport. L'Olympique de Marseille qui joue au football, mais est-ce que c'est vraiment du football quand on regarde des matchs comme ça de ce niveau-là? Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas, pour ceux qui découvrent la chaîne, à vous abonner, à activer la cloche et le petit like, le petit commentaire si ça t'intéresse. Donc, on parle bien sûr de l'Olympique de Marseille. Nous sommes sur le point marseillais et nous sommes exactement le 10 avril 2024. Alors hier, j'ai pas fait de point et d'ailleurs sur les prochaines journées, peut-être qu'il y en aura des jours où il n'y en aura pas. Il y en aura pas. C'est pour l'actualité quand elle n'est pas vraiment débordante. Je ne vais pas m'attarder dessus et faire une vidéo qui dure X temps. Voilà, donc il y aura peut-être des surprises avec des hors-séries. Bientôt, peut-être, je pense à faire une revue d'effectifs, joueur par joueur, d'une différente manière que certains font peut-être de leur côté. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Dès que j'en ferai une, j'en ferai peut-être même plusieurs d'affilée. Je vous en mettrai une pour ceux qui sont abonnés, bien sûr gratuitement, et ceux qui sont abonnés avec un abonnement payant, je leur donnerai d'avance les autres petites fiches. Je vais les appeler les fiches. Le focus joueur. Alors aujourd'hui, le sujet principal, vous avez vu, force à vous. Voilà, force à vous, les supporters et non pas les joueurs, parce que les joueurs, je peux vous dire que c'est pas de la force que j'ai envie de leur envoyer, c'est plutôt des tartelettes dans pleine tronche. Il y a un match qui va se dérouler demain, c'est très important. Bien sûr, je serai derrière l'équipe. Je serai derrière l'équipe et bien sûr, même s'ils me font mal, voilà, mais les joueurs qui sont là, j'espère que beaucoup en partiront. Et justement, la direction veut faire du ménage cet été. On va en parler tout à l'heure. Allez, on va tout de suite sur l'introduction parce que sinon, je vais m'attarder dessus. Let's go, introduction. Allez, on va sur quoi? Sur pas d'éphéméride aujourd'hui. On va tout d'abord pour rendre hommage à quelques joueurs, dont un qui satisfait l'équipe et qui satisfait la direction, le club, et un autre qui satisfait un petit peu moins le club et un petit peu moins la direction. Donc sur le site officiel de l'Olympique de Marseille, vous savez très bien, on élit tous les mois un joueur olympien du mois, et l'Olympien du mois de mars, ce n'est pas Chancel Mbemba qui était en finale face à Aubameyang, c'est bien sûr Aubameyang. Je vous mets juste quelques petites actions, hop hop, la petite roulette face à Villarreal, la passe sur Jonathan Klaus qui nous qualifie en quart de finale pour le match de demain. Voilà, je vais vous mettre toute la vidéo, mais ça fait plaisir. Aubameyang qui a marqué 5 buts en 6 rencontres et délivré 7 passes décisives, une passe décisive plutôt contre Villarreal. Est-ce que vous pensez que c'est mérité pour Aubameyang? Voilà, moi je pense que oui, par rapport aux stats, on va dire que c'est mérité. Allez, un autre joueur avec le but du mois pour la Ligue 1. Voilà, un but du mois et Joninho, comme on dit, Jonathan Klaus, qui est dans les finalistes pour le but du mois de mars. Il y a les joueurs que vous voyez là à l'écran avec Mbappé, il me semble, un autre Parisien, j'ai pas vu, et d'autres joueurs, Ito, je crois que j'avais vu. Et là, c'est Jonathan Klaus face à Clermont. Ça frappe en lucarne, je crois, en pleine lucarne. Voilà, on la voit au ralenti. N'hésitez pas à me dire s'il mérite, franchement, de postuler au meilleur but du mois. Bon, je m'en fous de ça. Franchement, pas son ex, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai pas envie de les encenser cette année parce que regardez, hormis Balerdi, Verretou et Aubameyang, personne ne donne satisfaction à l'OM, donc à la direction. Ça emmène des réflexions au sein de l'état-major marseillais sur le recrutement à venir pour la saison prochaine pour trouver des joueurs avec plus de caractère en interne. On ne rêve pas mieux que de la 6e place. Donc 6e place, c'est l'Europa Conference League cette saison, 5e place Europa League, 6e place Europa Conference League. C'est la grosse inquiétude et aussi la colère dirigée contre les joueurs selon l'équipe. Donc en interne, on estime que beaucoup de joueurs doivent partir du club. Je pense la même chose. Mais après, autant de joueurs, autant de départs, c'est un petit peu problématique encore. Voilà, il faut un petit peu des bases, il faut garder quelques joueurs qui nous conviennent. Là, ça parle de Balerdi, Verretou, Aubameyang. Ben, finalement, c'est les joueurs que j'avais cités dernièrement dans ma vidéo, après match de Lille-OM. J'avais rajouté Mbemba, pourquoi pas. Et moi, je rajouterais aussi les nouvelles recrues. Il ne faut pas faire partir tout de suite un Merlin, il ne faut pas faire partir tout de suite un Moumbagna, il ne faut pas faire partir tout de suite... Bon, un Garcia, je ne sais pas encore, mais... Pourquoi pas le garder encore? On verra bien en remplacement de Merlin. Et d'autres joueurs qui peuvent encore rester. Un Rongier qui est blessé, ben, il reviendra.
On verra ce qu'il a envie de faire et si on a pourquoi pas des solutions à le vendre, pourquoi pas une grosse somme, on le vendra. D'autres joueurs encore à garder, n'hésitez pas à me dire quel joueur vous gardez de votre côté. Là ça parle pratiquement de toute l'équipe à faire partir, donc sur une vingtaine de joueurs, il y en a 17 qui partiraient si bien sûr c'était possible de le faire. Donc la direction qui est énervée envers les joueurs et donc on verra bien un petit peu cet été. On fera un petit, voilà comme je vous l'ai dit, hein, je vais faire une revue d'effectifs avec une vidéo pour chaque joueur. Voilà, une vidéo pour chaque joueur. Alors, ça va pas être un quart d'heure par vidéo, mais je pense entre 5 et 10 minutes, mon petit avis sur cela. Donc, je vous ferai un focus sur l'arrivée du joueur, son reste de contrat, ses statistiques, son niveau professionnel, donc sportif, et mon avis de ce qu'on doit en faire en cette fin de saison. Est-ce qu'on doit le garder, le prêter, le prolonger ou autre chose. Ça, je vous ferai ça au compte-gouttes. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres joueurs à rajouter là-dedans dans cette liste? Il y a 3 joueurs qui satisfait finalement la direction. Moi, je rajouterais peut-être Mbemba, qui pour ma part a fait son taf sur le terrain. Alors peut-être que à l'entraînement et le fait qu'il ne veuille pas prolonger, parce que je pense qu'il y a peut-être un problème de prolongation. Ça, c'est comme Jonathan Klaus, hein, vous vous en souvenez. Jonathan Klaus n'a pas voulu prolonger, il va sûrement partir libre l'hiver prochain ou alors cet été si on arrive à le vendre, parce que c'est pas dit qu'on arrive à le vendre. Pareil pour Verretou, pareil pour Chancel Mbemba, pareil pour Gigot, même si bon, c'est un Avignonnais, on n'oublie pas. Et d'autres joueurs qui sont en fin de contrat en 2025. N'oublions pas, on en a encore. Peut-être les Pape Gay, ce ne sera pas le seul à partir. On va en parler de Pape Gay tout à l'heure sur le mercato et d'un autre joueur. Allez, on enchaîne avec quoi maintenant? Justement, sur le mercato. Alors, le mercato, avant d'aller sur le sujet principal, sur les supporters, le mercato, donc olympien. L'Atlético Madrid veut recruter Leonardo Balerdi. Leonardo Balerdi souhaiterait rejoindre l'Atlético Madrid. Des discussions entre le club espagnol et l'entourage de l'Olympien ont même officieusement débuté selon Sacha Nabet. Donc, apparemment, selon Sacha Nabet, Leonardo Balerdi veut partir du côté de l'Atlético. Et moi, même si je ne suis pas sûr de cette information, que c'est peut-être une rumeur, je pense que on peut penser finalement que Balerdi veuille partir de l'OM. N'oublions pas comment il a réagi quand il y a eu les questions cet hiver. Vous vous souvenez de cette conférence de presse où Balerdi était à la conférence de presse? On lui pose la question. L'Atlético Madrid est intéressé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des rumeurs? Il a dit j'ai demandé, avec son accent argentin, j'ai demandé à mon agent pour savoir si c'était vrai. Et il m'a dit que c'était vrai. Et là, il était un petit peu souriant, il était content de savoir que l'Atlético Madrid s'intéresse à lui. Donc je pense que maintenant, fin de saison là, ça m'étonnerait pas que Leonardo Balerdi parte et il faudra demander une grosse somme parce que bon, si on récupère les 11 millions d'euros qu'on a investis, même 15 millions pour moi je serais déçu, 20 millions je serais encore dans la déception, au-delà des 20 millions je commencerai à l'accepter le départ de Balerdi mais avec des bonus pour atteindre 25 voire 30 millions. Voilà la valeur maintenant de Leonardo Balerdi qui devrait peut-être passer un cap. Voilà, parce qu'on le sent un peu plus sérieux, prendre plus de poids dans l'effectif olympien, être même à donner des directives à ses partenaires. Je trouve que là, c'est pas le moment de le faire partir. Si on veut avoir une équipe basée sur des joueurs forts, il faut garder des joueurs forts comme Balerdi qui a fait une excellente saison et pourquoi pas le prolonger même, parce que là, il a une contrat jusqu'en 2026 si je me trompe pas. Je vous ferai l'affiche sur Balerdi prochainement. Mais moi, pour ma part, il faut le prolonger, il faut pas le vendre tout de suite. Voilà, si tu veux vendre des joueurs, vends les plus mauvais. Voilà, vends les plus mauvais qui ne convainquent pas pour l'OM, qui ne sont pas pour l'OM. Voilà, vends les plus mauvais. Voilà, je parle à la direction, vendez le plus mauvais. Allez, on continue avec un autre joueur. Est-ce que lui, il doit partir? Alors moi, je pense que oui. Je pense que oui, c'est terminé. Donc on n'en parle plus. Accord de principe proche d'être trouvé entre Pape Gay et Villarreal. Les deux parties sont optimistes pour une arrivée de l'international sénégalais cet été selon Relevo Média espagnol. Alors Villarreal, c'est le club coaché par notre cher Marcelino, le petit Marcel. Et Marcelino l'aime. Pape Gay, il l'aime beaucoup. Il a côtoyé du côté de l'OM. Et il a même fait jouer en début de saison alors qu'on le savait qu'il n'allait pas jouer. Ça, c'était une grosse erreur. Mais on a vu qu'il le mettait tout le temps titulaire dans les matchs de prépa. Il faisait le changement, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'il aimait beaucoup. Et je pense que ça sera peut-être une vraie option pour lui d'aller en Espagne. Donc je lui souhaite bon courage, bonne continuation. Et moi, je ne vais pas prendre en compte le fait qu'il n'ait pas prolongé à l'OM. Ça, c'est la direction qui a trop tardé pour ma part. Alors certes, on lui a payé ses amendes, l'amende qu'on devait payer à Watford, au TAS, ici et là. Oui, on a payé tout ça. On lui a permis de s'entraîner. Mais c'est normal qu'on lui permette de s'entraîner. C'est un joueur de l'Olympique de Marseille, donc c'est normal. Mais
je vous le dis, moi, c'est le côté trop tardif. Voilà, la direction a trop tardé pour vouloir le prolonger. N'oublions pas, on lui propose cette saison-là pour la prolongation. C'est la saison 20 avant qu'il faut le faire. Et Pablo Longoria l'avait dit, plusieurs fois, il a dit, moi, c'est 2 années. Dès qu'il y a 2 années de contrat, je propose une prolongation de contrat et je n'accepte pas qu'un joueur arrive dans la dernière année de son contrat. Malheureusement, Pape Gueye partira gratuit. Encore une erreur. Encore une erreur. Alors, je ne dis pas que c'est que de la faute de Longoria. Je dis aussi qu'il y a une part de responsabilité du clan Pape Gueye. Peut-être pas même de lui, s'il faut, c'est ses agents qui veulent croquer. Vous savez comment ça fonctionne. Mais quand même, ça m'a l'air trop tardif pour ces prolongations, ces propositions de prolongation. Comme Klose, c'est trop tardif. Comme s'il y a Verretou qui arrive maintenant. Comme s'il y a Chancel Mbemba qui arrive maintenant. Comme s'il y a Gigot qui arrive maintenant. Vous voyez tous les joueurs là qui ne sont pas prolongés? Eh ben, on va en parler dans toutes mes fiches que je vais vous faire. Toutes les vidéos que je vais vous faire. Je vais en parler sérieusement. Il y a beaucoup de joueurs qui arriveront en fin de contrat. Et dans pas longtemps. Attention, on va encore se retrouver avec des cas à la Camara, à la Pape Gueye, à tout ce que vous voulez, Thauvin. Je vais vous en parler d'ailleurs de Thauvin à la fin de la vidéo. Allez, je continue les amis. Next pour le mercato et maintenant partons sur le sujet principal, celui des supporters. Alors, mon titre de la vidéo c'était force à vous les supporters les amis. Parce qu'il y en a qui se déplacent malgré le niveau faiblard de cette équipe de l'Olympique de Marseille cette année. Voilà, il n'y a qu'une victoire à l'extérieur en Coupe d'Europe cette saison et c'est face à l'AEK d'Athènes, notre club ami. Alors, est-ce qu'ils ne nous ont pas laissé gagner? Je me demande presque s'ils ne nous ont pas laissé gagner vu que c'est nos amis. Voilà, donc il n'y a aucune victoire à l'extérieur face à Brighton, l'Ajax, Villarreal et le Shakhtar. Voilà, aucune victoire. Et j'ai l'impression que ça va être encore la même chose du côté de Benfica. Donc je leur dis grosse force à eux. Voilà, eux qui sont tant sanctionnés depuis le début de saison, que ce soit en Ligue 1 et même par l'UEFA, aussi par l'UEFA, parce que là, regardez, c'est même pas l'UEFA qui nous punit, là, c'est plutôt le préfet qui met son petit grain de sable dans l'histoire. Je vous lis ça vite fait et vous allez comprendre. Les supporters marseillais sont autorisés à se rendre au Portugal ce jeudi pour affronter le Benfica. Ça, c'est le début de l'histoire, c'est un petit scénario que je vous fais. Par contre, les Portugais ne pourront pas se rendre à Marseille pour le match retour, donc le 18 avril, jeudi prochain. Un arrêté préfectoral a été mis en place par le préfet des Bouches-du-Rhône. Voilà, le préfet français, donc le politique français, interdit tout déplacement d'un club étranger, comme le Benfica à Lisbonne, à Marseille. Voilà. Déjà, ça pose problème. Parce que de leur côté, les Portugais, est-ce qu'ils vont l'accepter? Eh bien, regardez derrière, les amis, regardez derrière. En réaction à l'interdiction des Portugais à Marseille, Benfica décide d'interdire le déplacement des Marseillais au Portugal ce jeudi. Par un communiqué, ils ont fait un communiqué, donc le président Rui Costa, vous savez, l'ancien joueur de l'AC Milan, ils ont délivré un communiqué hier soir et en stipulant que les supporters marseillais ne sont pas les bienvenus en refusant tout billet vendu. Donc ça sera annulé. Tous les billets qui ont été vendus pour les Marseillais sont annulés. Et tous les supporters marseillais qui arriveront du côté de Lisbonne seront repoussés, seront en dehors du stade. Ils ne pourront pas rentrer dans l'antre du stade de la Louse. Le timing est une fois de plus désastreux et ce sont les supporters qui en payent les frais selon Karim Attab. Voilà. Et derrière, c'est pas terminé l'histoire. C'est pas terminé. Mais moi, je vous dis, toute cette histoire-là, eh ben, c'est encore les supporters qui en payent les frais du fait de la politique un petit peu aléatoire du côté de la France, voilà, concernant les supporterismes. Voilà, ils n'arrivent pas à gérer la chose, voilà, les violences dans les stades, à droite, à gauche. Il n'y a pas que les Marseillais, et c'est maintenant les Marseillais qui en payent le prix, enfin, les supporters marseillais et supporters portugais. Voilà, donc on s'était mis d'accord, il y a 2 jours, du côté marseillais, côté lisboète, d'envoyer un communiqué officiel à l'UEFA et à la compétition à l'UEFA pour que ça se passe bien et tout. On garantissait la sécurité de tout supporter. Non, ça ne rentre pas en compte. Le préfet en fait à sa tête. Il dit non, moi je m'en fous, je ne vois pas de communiqué. Et derrière, ça pose problème maintenant. Des 2 côtés, il n'y aura pas de supporters de l'OM qui iront du côté de Lisbonne, et du côté de Marseille, il n'y aura pas de supporters lisboètes. Je continue avec le dernier communiqué pour ce sujet-là. Il est tombé ce soir-là très tard, vers 23h, 23h30, je ne sais plus. Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille a pris connaissance des informations communiquées ce jour par la préfecture des Bouches-du-Rhône et par le communiqué que je viens de vous lire, donc le SL Benfica qui a répondu en interdisant les supporters marseillais. En lien avec toutes les parties prenantes, notamment l'UEFA, le club considère qu'une issue favorable est encore possible et continue, comme c'est le cas depuis plusieurs jours, de tout mettre en œuvre dans l'intérêt de ses supporters afin qu'ils assistent à la rencontre de jeudi à Lisbonne. L'OM poursuivra ses efforts tant qu'il n'aura pas obtenu gain de cause pour ses supporters dont le comportement a été exemplaire cette saison en Coupe d'Europe. En plus, c'est vrai,
Il y a eu quoi comme dinguerie cette saison? Les supporters marseillais, ils se sont fait bien voir dans toute l'Europe. Ils sont allés du côté de la Grèce, il n'y a rien qui s'est passé. Franchement, je ne vois pas pourquoi on continuerait à sanctionner les supporters, que ce soit portugais ou marseillais, hein, les deux côtés. Hein. Parce que si tu sanctionnes que les supporters portugais, vous avez vu la réaction derrière, et ben finalement, ils ont raison de répondre comme ça. Pour que ça peut-être débloque les choses, je pense. Ils ont raison de leur côté, hein, moi je pense. Hein. Voilà les amis, donc grosse force à tous les supporters qui, malgré, comme je l'ai dit, je reviens sur cela, le niveau faiblard de notre équipe, continue à encourager notre équipe. Et je parle de notre équipe, hein, pas vraiment des joueurs visés. Voilà, ils sont contents quand nos joueurs gagnent, quand ils font des bons matchs. Voilà, on les encourage. Mais derrière, on l'a pas souvent à les encourager, qui sont très bons. Hein, je veux dire, sur le terrain, c'est très rare cette saison. Hein. Quoique en UEFA, quand même, on peut dire en Coupe de l'Europa, on a été pas mal, hein, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. On a marqué pas mal de buts, on en a encaissé certes pas mal aussi à l'extérieur, parce que si on fait le compte, regardez tous les buts qu'on encaisse à l'extérieur, à part la Athènes. L'Ajax, on en prend 3, Brighton, on en prend 1 ou 1, on perd 1-0 je crois là-bas, il me semble. Shakhtar, on en prend 2. Villarreal, on en prend 3. Bah, ça fait beaucoup de buts, ça fait 2 de moyenne à l'extérieur encore. C'est comme en championnat, à chaque fois on encaisse un but, à part la d'Athènes, les amis. Donc voilà, donc j'espère que les supporters pourront assister à la rencontre du côté de Lisbonne, parce qu'il y a déjà des supporters qui sont sur place, j'ai vu dans les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous les montrer, mais il y en a pas mal qui postent sur Twitter leurs images qui sont au Portugal, leurs photos qui sont au Portugal, et qui se disent bah, je ne sais pas quoi faire, parce que si j'arrive devant le stade et on me refuse l'accès, ben, je vais devoir attendre la fin du match et rentrer à la maison tout simplement. Ou alors il y en a qui ne sont pas encore partis, j'en ai vu certains qui sont dans la région parisienne, j'en ai vu un tout à l'heure qui a tweeté, voilà j'ai déjà ma place, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire, annuler l'avion, annuler la place, et qui ne sait pas où il en est, et là on n'est qu'à un jour du match. Voilà, c'est force à vous les supporters. S'il y en a un qui passe par là, qui va à Lisbonne, eh ben, je t'envoie de la force et j'espère que tu pourras y aller pour assister à ce beau match européen, en espérant en plus qu'on gagne la rencontre. Même si, comme on a vu avant, les joueurs ne sont pas vraiment concernés. J'en ai parlé avant-hier de cette équipe de bras cassés, de jambes cassées, qui ne veut même pas faire d'efforts pratiquement à l'entraînement. Voilà, c'est les princesses. On a des princesses, les amis. Bon, trêve de bavardage sur les princesses. Revenons sur le sujet principal, c'est la rencontre. Et on a une mauvaise nouvelle, encore une de plus, je veux dire. C'est Michael Oliver, donc l'arbitre anglais, si je ne me trompe pas, est désigné par l'UEFA arbitre du match contre Benfica. Alors vous allez me dire, mais c'est qui celui-là? Ben finalement, c'est l'arbitre qui nous a arbitré pour le match retour face au Panathinaikos. Comme vous le voyez en dessous, il y avait encore Guendouzi. Et souvenez-vous-en de ce match-là avec cette fin de match, terrible pour nous, terrible pour Guendouzi. Terrible pour Guendouzi, le premier fautif, on va dire, pour tout le monde. Pour ma part, c'est pas lui, c'est plutôt l'arbitrage qui a été dégueulasse. Parce que, logiquement, Guendouzi doit obtenir un penalty. N'oublions pas qu'il doit obtenir un penalty quand il est poussé dans le dos, juste avant le penalty qui cause sur sa main, où franchement c'est très sévère. Donc malheureusement, on se recoltine encore cet arbitre, après avoir eu l'arbitre de, comment il s'appelle là, de l'autre match là qu'on a eu dernièrement, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Kovacs là, non, truc comme ça, l'arbitre de merde. On se retrouve avec l'arbitre anglais du match retour. C'était Kovacs, hein, je crois, le match aller c'était Kovacs, et le match retour Oliver. Je sais pas s'il y a vraiment quelque chose, un contrat contre l'Olympique de Marseille du côté de l'UEFA, mais ça commence, on peut y penser franchement. Allez, j'enchaîne avec quoi les amis? Maintenant, partons sur la rencontre sportive avec un retour, celui de Chancel Mbemba qui a participé à la séance collective ce mardi, donc hier, et va continuer de se tester pour pouvoir jouer à droite de la défense. Le staff ne prendra aucun risque et est sidéré par le peu de nombre de joueurs à disposition pour Benfica OM avec toutes les blessures. Il n'y a que 15 joueurs de disponibles, 15 joueurs sur une vingtaine. 15 joueurs de disponibles. C'est-à-dire il y a 11 joueurs titulaires et 4 remplaçants. Ça fait pas beaucoup. Et quand on voit que dans les remplaçants, il y a déjà Ruben Blanco, voilà, ça reste 3 joueurs. Voilà, ça reste que 3 joueurs. Et je pense que les 3 autres doivent être Correa, peut-être Unai s'il est remplaçant aussi. Oui, je pense. Correa, Unai. J'oublie le troisième. Bon, là, vous voyez ce qu'il y a comme choix? Il n'y a pas beaucoup de choix. Je vous ai fait la compo justement probable de l'équipe. Mais avant cela, il y a un retour aussi. En allant sur le site de l'OM, j'ai regardé un petit peu les photos de l'entraînement. Et on voit qu'il y a Murillo qui est
dans l'entraînement collectif de ce mardi. Vous avez les séances du mardi, donc regardez pas les autres photos, ça ne sert à rien. Voilà, donc il n'y a pas de Mbemba, je ne l'ai pas vu en photo, mais j'ai vu qu'il y a Murillo. Au moins, il s'entraîne dans le collectif. Il est face à Sparagna, derrière c'est Pape Gay. Après, c'est que la reprise du côté de l'équipe. On prend des pointillés là-dessus. On dit juste qu'il est en reprise. N'oublions pas que Murillo a manqué plus d'un mois. Je ne sais plus combien de temps il a manqué. Il était revenu, mais s'était reblessé tout de suite. Donc Murillo, ça sera une reprise. Alors, il sera peut-être sur le banc. Je pense qu'il sera sur le banc. Et quand on pense qu'il sera sur le banc, normalement, la compo d'équipe, la compo probable qu'on pourrait avoir pour demain, je vous la mets ici. Je vous l'ai préparée pour vous. Voilà, donc il y a juste un doute pour l'attaque. Et peut-être un doute pour la défense. Hein. Peut-être que Murillo sera titulaire. Et peut-être qu'on jouera... peut-être même qu'on jouera à 3 derrière. Hein. Si Murillo est titulaire, même en piston. Peut-être. Alors, la défense à 4 avec Mbemba, Gigot, Balerdi, Merlin. Lopez au gardien, bien sûr. Kondogbia devant la défense. C'est l'équipe qui nous met cette équipe. Hein. C'est l'équipe qui nous met cette équipe. Unai sur le milieu gauche, en relayeur. Donc, c'est un milieu à 4. Verretou sur le milieu droit. Et Harit en numéro 10. Voilà, c'est un milieu en losange. Plus ou moins 4-4 de losange. Avec Aubameyang en pointe côté gauche. Voilà, il repique du côté gauche. Souvent, il est dans ce poste-là. Et Ndiaye ou Mboumania pour le côté droit. Voilà les amis, qu'est-ce que vous en pensez de cette compo? Ça ressemble à la compo que j'avais mis dernièrement, voilà, face à Lille. J'aurais aimé voir une compo presque identique à celle-là. Elle a été légèrement différente, il n'y avait pas de Unai, il me semble. Il y avait Harit à la place d'Unai, il y avait Ndiaye à la place d'Harit et Moumbagna qui était titulaire. C'était ma compo. Voilà, donc il n'y avait pas de Unai dans ma compo face à Lille. Peut-être que ça aurait fonctionné. Mais voilà, donc cette fois, c'est pour le Benfica. Qu'est-ce que vous en pensez de cette compo? C'est celle qu'on pourrait avoir demain. Donnez-moi votre avis, c'est pas la mienne. Hein. C'est celle de l'équipe. Hein. C'est celle de l'équipe, les amis. Allez, je continue. Et on continue avec quoi? Sur le match, c'est terminé. Voilà, on en reparlera mieux demain matin. Je vous referai une matinale. On part sur un autre sujet, sur la vente OM, les amis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Alors, il y a Georges Malbruno. Vous connaissez peut-être Georges Malbruno. C'est un écrivain, un journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Voilà, spécialiste des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et tout ce qui tourne autour des pays pétroliers, on va dire, et gazifiés. Je ne sais pas si c'est gazifié, on le dit, mais je m'en fous. Le PIF, Arabie Saoudite, fin 2023 à un expert. Donc, ça discute. C'est un retour qu'il a fait dans son bouquin. Parce qu'il a écrit un livre, Georges Malbruno, qui est sorti cette semaine. Et c'est un extrait du livre qui ressort sur l'OM. On discutera pour racheter l'OM le jour où le propriétaire sortira un mandat de vente et non pas des pseudo-intermédiaires qui se croient mandatés. Voilà. Et derrière, bon, il précise, dans son livre, Ajroubi, vous en souvenez, le Tunisien, il y a 2-3 ans, avec Boudjelal, il précise pour ces fameux pseudo-intermédiaires et peut-être d'autres personnes, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir du concret plus que ça dans la vente de l'OM. Voilà, selon Georges Malbruno, qui est un expert du domaine de l'Arabie Saoudite, du Qatar, tout le Moyen-Orient, que je vous ai dit, les amis, pour le côté vente OM. Je l'espère fortement, la vente OM. J'en ai marre d'avoir McCourt qui ne veut pas investir. Alors, s'il veut investir, bah, qu'il reste, il investit. Voilà. S'il ne veut pas investir, qu'il ne s'intéresse pas à son club, à son joujou, voilà, parce que j'ai l'impression que c'est un joujou pour lui, pour avoir des accès à de l'immobilier, à tout ce qu'il veut autour de l'OM, c'est-à-dire dans Marseille. Moi, je le dis, il faut qu'il vende. Après, que ce soit l'Arabie Saoudite, la Chine, la Russie, là, tout ce que vous voulez, l'Ukraine, je parle des pays en fait en guerre, mais je m'en fous de ça, excusez-moi, mais tout ce que vous voulez. Mais tant que le repreneur investira derrière et il sera sérieux, il suivra un petit peu l'intérêt d'abord du club avant ses intérêts à lui, eh ben, je veux la vente du club. Après, s'il met du pognon, bah qu'il reste. Je m'en fous, moi, que ce soit McCourt. Je m'en fous de sa tête. Qu'il soit là ou pas là, ça, je m'en fous. Mais il faut qu'il investisse. Voilà, cette année, il faut qu'il investisse. Cet été, s'il n'investit pas, n'oublions pas, si on n'est pas en Ligue des Champions, si on n'est pas en Coupe d'Europe, il y aura un budget qui va restreindre. Hein. La masse salariale va baisser. Des joueurs à gros salaire devront partir. On va faire beaucoup de rotation dans l'effectif, comme vous avez vu tout à l'heure, avec tous les joueurs qui devront partir. Ça risque d'être compliqué l'année prochaine, hein, si on n'a pas de Coupe d'Europe. Attention, on peut se qualifier en Coupe d'Europe l'année d'après, encore. Mais ça va être plus compliqué qu'on ne le pense. Voilà les amis, pour la vente OM, je l'espère. Et concernant la vente OM, moi ce qui m'intéresse avant tout, voilà, d'avoir du pognon bien sûr, c'est les titres. Et les titres, je vous le mets là. BioM qui nous met une IA a prédit les futurs vainqueurs de la Ligue 1. C'est pas avant 2027 pour nous, ça va être long les gars. Donc, c'est une IA. C'est une IA BioM. Le prends pas vraiment au sérieux ce truc-là, les IA se trompent souvent. Selon Météo Foot, voilà, qui a programmé une IA et apparemment, selon eux,
L'OM serait champion en 2027 pour la prochaine fois. Vous l'avez après en 2038, 2053, 2054, 55. Donc un triplé. Ouais, mais en 2053. J'aurai 2053, j'aurai 72 ans. Ça va, 72 ans, je verrai mon OM faire un triplé jusqu'à 72, 73, 74 ans. Le prochain titre, donc 2027, j'aurai 81, je suis né, ça fait 46 ans. Donc à 46 ans, je reverrai mon OM champion. Après 16 années, même 17 années. Eh ben tiens, vous savez quoi les amis? C'est parfait. 93, dernier titre. 2010, dernier titre. Ça fait 17 ans. Et 2010, 2027, 17 ans. Parfait. C'est parfait les amis, tous les 17 ans on gagne un titre. Est-ce que vous le prenez ce titre? Derrière vous voyez les autres titres, donc regardez si ça peut vous faire plaisir. Les amis, jusqu'à 2103. Concernant d'autres trophées, il y a les Ligues des Champions. Est-ce que l'OM gagnera la Ligue des Champions dans les 100 prochaines années? Je ne sais plus si c'est 100. Dans les 80 prochaines années. Regardez, ben, vous ne retrouvez pas l'Olympique de Marseille. Vous retrouvez les Puputes, Paris. Vous retrouvez même Lyon, les amis. Vous retrouvez même Lyon en 2071, mais pas d'Olympique de Marseille. Vous retrouvez même Wolverhampton. Vous retrouvez même des clubs comme Brentford. Sheriff Tiraspol en 2086. C'est dingue. Eintracht Francfort en 2092. Là, les années 86, 2086 jusqu'à 2092, c'est assez dingue. C'est assez dingue. T'as Sheriff Tiraspol, Brentford, bon, Atlético Madrid, ça va. Zénith Saint-Pétersbourg, Besiktas, Galatasaray et Eintracht Francfort. Alors là, c'est dingue. Mais ça en 2080, les amis. Je ne serai plus de ce monde, je pense. Beaucoup d'entre vous ne seront plus. Mais voilà, les amis, qu'est-ce que vous en pensez de cette IA qui nous a prédit les Ligues des Champions et les Ligue 1? Bon, on n'est plus dans cette compétition, donc on va passer next. Et on fait un petit signe pour les jeunes, un petit coucou aux jeunes. Christian Braconi, l'entraîneur des U19 de l'OM. Il nous parle de ces jeunes, donc de Sternal, de Dosso, de tous les jeunes qui ont un fort potentiel. Et il nous parle des jeunes. Ces jeunes veulent réaliser une saison qui restera dans les mémoires. Ils visent la Gambardella. Et oui, une seule Gambardella pour l'Olympique de Marseille dans toute l'histoire. Donc ils seront dans l'histoire de l'OM en tant que deuxième équipe à avoir gagné la Gambardella. Ils ont ciblé Rennes. Ils ont gagné contre Rennes. Et maintenant, ils se projettent tous sur Reims. Rappelons que le match face à Reims, ça se déroulera le même jour que le match de Reims-OM, les professionnels. Peut-être en levée de rideau, au stade Auguste Delaune, si je ne me trompe pas de nom. Donc ça serait sympa de voir l'OM des jeunes se qualifier en Gambardella face à Reims, en levée de rideau, c'est-à-dire avant le match de Reims-OM professionnel. Et l'OM professionnel gagner derrière, ça serait sympa aussi. Alors qu'on a des matchs importants, ils se projettent tous sur Reims, donc le match que je vous ai cité là, alors qu'on a des matchs importants à jouer d'abord en championnat. On veut garder notre première place pour jouer les playoffs. Oui, on est encore premier. Je vous l'ai montré la dernière fois en classement. Ils ont 43 points, le deuxième a 40 points. Donc pour l'instant, ils sont qualifiés pour les playoffs. C'est aussi important que la Gambardella, à mes yeux. Je leur ai dit que ces matchs préparent ce grand événement. Et oui, tous les matchs que tu joues dans la saison, au cours de la saison, te préparent pour la prochaine compétition. Ça, c'est comme les clubs français. Les clubs français, ils ont cette mentalité-là, les amis, en général, de se dire « Ouais, la Coupe d'Europe, c'est fatigant. On se qualifie pour la Coupe d'Europe. » Voilà, tous les petits clubs, hein, les Rennes, les Lille, les ci, les là, tous les petits clubs comme ça, ils se qualifient en Coupe d'Europe souvent, dans le passé, voire peut-être même les années précédentes, maintenant. Là. Et dès qu'ils arrivent jeudi et dimanche, ils disent « Ouais, on est fatigué, jeudi, il faut faire peut-être tourner, machin et tout. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu te prépares pour le match d'après. Est-ce que les équipes européennes, comme je vous ai cité en début de la vidéo, le Real, City, tous les grands clubs, est-ce qu'ils font tourner, vous croyez? Non, non, c'est pas comme ça. T'es professionnel, tu joues les 3 jours, tous les 4 jours, peu importe, t'es un professionnel. Putain, t'as que 20 ans, t'es à force de l'âge. Putain, moi j'aurais 20 ans, 25 ans, 30 ans, je serais à bloc, à donf. Voilà, même blessé, je jouerais, moi. Après, moi, j'ai une autre mentalité, on est bas étage, voilà, on n'est pas de leur niveau, voilà, on s'en fout de ça. On veut garder notre première place pour jouer les playoffs, c'est aussi important de jouer la Gambardella. Je leur ai dit que ces matchs préparent ce grand événement. Malheureusement, ils ne comprennent pas toujours, mais on les aime bien quand même. C'est sorti de la Marseillaise. Voilà, on les aime bien quand même, les petits jeunes. Voilà, espérons qu'ils fassent une grosse fin de saison, qu'ils gagnent la Gambardella, et pourquoi pas autre chose, les championnats de France. Concernant les jeunes encore, donc Familia Massilia, c'est un entraînement ouvert aux enfants, place disponible sur la billetterie om.fr. Allez-y sur le site officiel. Au 14 avril, vous avez un entraînement disponible pour les enfants, gratuit, avec des parents bien sûr, il faut qu'il y ait un accompagnement. N'hésitez pas à aller sur le site de l'OM. Autre chose, concernant maintenant la partie féminine, le responsable sportif des féminines, Alban Sanchez, annonce son départ et devrait retourner à Lyon. Alors, c'est pas une éviction, il n'est pas viré, il parle de lui-même.
Pourquoi? Parce que j'ai lu l'article. En fait, il veut se retrouver sa famille. Voilà, il est loin de sa famille est sur Lyon. Il veut retourner auprès de ses proches. On peut le comprendre. Ça fait la 2e saison qu'il passe du côté de Marseille, du côté de la section féminine. Donc, on va lui souhaiter bon courage. Et il retourne du côté du club de Lyon. Il sera dans les scootings féminins, je crois. Je crois qu'il retourne dans les scootings féminins. C'est pas comme l'entraîneur qui a changé dernièrement, parce que ça bouge beaucoup aussi du côté des féminines. L'entraîneur qui a été, par contre, lui viré il n'y a pas si longtemps que ça, remplacé par, je ne sais plus le nom, du côté de la section féminine. Grosse force à la section féminine et en espérant qu'il remonte, pourquoi pas, en D1. Allez, on continue avec autre chose les amis, avec un sujet que je voulais aborder sur la fin de vidéo. C'est le sujet Florian Thauvin. C'est pas très important, donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à rester. Mais je vous donne mon avis sur Florian Thauvin. Alors Florian Thauvin, il a marqué l'histoire récente de l'Olympique de Marseille, certes. Il a marqué beaucoup de buts, délivré pas mal de passes décisives. Il a été important dans quelques années. Côté sportif, il a été bon, voire très bon par moment. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que le côté sportif qui marque aussi une histoire quand tu joues dans un club. Il y a aussi le côté en interne, comment ça se passe avec ses partenaires, avec le club, comment il réagit avec même la ville. Vous vous souvenez un petit peu de son petite interview où il avait dit à Marseille, il n'y a que des fadas, des dingos, je ne sais plus ce qu'il avait dit exactement. C'était un petit peu rabaissant pour les Marseillais, alors qu'il les a côtoyés pendant des années. Là, il nous dit sur Pablo Longoria, il défend Pablo Longoria, on va lire un petit peu. C'est un dirigeant fantastique. Je l'ai connu quand même. Je l'ai connu avant même qu'il arrive à Marseille, il était à Valence et il me voulait à ce moment-là. Il a tout fait pour moi. Je sais qu'il a voulu que je le prolonge à la fin, Ça ne s'est pas fait, j'ai du mal à dire là, parce que j'ai pris une autre décision. J'avais un peu d'amertume à ce moment-là vis-à-vis des anciens dirigeants, Jacques-Henri Hérault et tant d'autres, des anciens dirigeants et de certaines choses qui me sont arrivées au club. Là, ça concerne un petit peu, vous allez voir ce que ça concerne, vous allez voir. Et moi, je trouve que on peut mettre next sur Florian Thauvin. Moi, il m'énerve un petit peu depuis les histoires en interne. Je vais vous en parler. Aujourd'hui, je ne suis pas très en phase avec l'attitude que j'ai eue vis-à-vis de Pablo Longoria. Mais je me suis excusé auprès de lui, il le sait. Je lui souhaite tout le meilleur parce que c'est un très grand dirigeant du côté de Eurosport. C'est son interview. Il a dit de bonnes choses du côté d'Eurosport sur l'OM, mais bon, on va pas le relayer, on s'en fout de ce qu'il dit. C'est des paroles en l'air. Voilà, peut-être qu'il veut retourner du côté de l'OM, peut-être. Voilà, il va avoir un gros salaire parce que j'ai l'impression qu'il est très très proche du pognon, notre cher ami Thauvin. Voilà, proche du pognon, proche de sa personne à lui-même. J'ai l'impression qu'il est un petit peu... comment on dit on pense à sa personne. Je ne me rappelle plus c'est quoi le terme exact. Mais je vous lis la chose. Souvenez-vous-en de son problème avec Dimitri Payet. Moi, c'est ces domaines-là qui m'énervent un petit peu. La situation bouillante entre Dimitri Payet et Florian Thauvin qui ne se supportent plus. Alors, pour quelle raison ? Il y a le côté sportif, oui, je vous le lis maintenant, regardez. Comme révélé par RMC Sport, à l'époque de Villas-Boas, Payet, lors de ce clash en fin de match, lors d'une défaite face à Nîmes, a reproché à Thauvin son individualisme et son faible travail défensif. Thauvin lui a répliqué en pointant l'état de forme de son partenaire. À l'époque, c'est vrai que Dimitri Payet avait de l'embonpoint, on s'en souvient, avec ses bouclettes, du côté de Porto où il avait 90 kilos. C'est vrai que ça aussi c'est énervant du côté de Payet, je l'ai toujours dit, N'oublions pas, je l'ai toujours dit, son côté manque de professionnalisme par moment, même s'il avait un très haut niveau par moment, Payet, il y avait ce côté un petit peu manque de sérieux à certains moments qui nous ont pêché à nous aussi. Et derrière, il insiste aussi sur le... Mais l'embrouille a aussi porté sur une question salariale. Voilà, ça lui posait problème que Dimitri Payet signe le fameux contrat. Vous vous en souvenez, ce contrat à vie du côté de Marseille? Il a signé un contrat à vie en baissant un petit peu... son salaire par rapport au Covid. Vous vous en souvenez que l'OM réclamait qu'on baisse les salaires. Payet avait dit non, je ne veux pas baisser mon salaire. Et après, il avait prolongé, Payet, en restant sur une plus longue durée jusqu'à la fin de son contrat 2025, je crois 2024, pour pourquoi pas prolonger encore plus après et être dans le club. Voilà, il avait baissé un peu son salaire. Ça avait posé problème à Thauvin parce que lui, il ne voulait pas baisser son salaire. Il voulait une prolongation avec un salaire plus haut. Voilà, c'est pour ça que moi, ça m'énerve de Thauvin. Il pensait d'abord à sa personne. Il était un peu égoïste. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, il est plutôt égoïste, Thauvin. Et regardez derrière, ça continue avec Florian Thauvin. Quand il quitte le club, regardez bien les amis, ce sera finalement un 5 ans de contrat avec le dernier finaliste de la Coupe du Monde des clubs et un salaire pouvant atteindre 5 millions d'euros net par an du côté des Tigresses et une jolie prime à la signature de 5 millions d'euros. Donc n'oublions pas qu'il a perçu 5 millions d'euros quand il est arrivé aux Tigresses, plus un salaire de 5 millions d'euros par an. Du côté de l'OM, on voulait le garder. Pourquoi il n'est pas resté? Voilà, soi-disant, c'était parce qu'il était en froid avec la direction.
Mais non, 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 Longoria était déjà là. Et il lui avait proposé une prolongation de 5 ans, une offre conséquente, mais sans doute pas au niveau de celle formulée par les Tigresses. Le nouveau président Longoria y croyait pourtant, se disant fin avril plutôt optimiste quant aux prolongations de contrat de Florian Thauvin et de Jordan Amavi, qui lui a signé ce vendredi un nouveau contrat de 4 ans. Ça, c'était à l'époque. Hein. Voilà, c'était à l'époque. Jordan Amavi est toujours sous contrat sous l'OM, il est prêté à Brest. Les amis, donc Thauvin. Vous voyez qu'il pense quand même à sa petite gueule. Et derrière, c'est pas terminé. Regardez, concernant Thauvin, pour le pognon, il réclame, l'ancien Marseillais réclame 12 millions d'euros à son ancien club. Il a porté plainte devant le TAS. Donc c'est pas l'OM hein, qui réclame, c'est du côté des Tigresses. Parce que les Tigresses, ils ont rompu son contrat de façon unilatérale, pardon. Mais derrière, il est stipulé dans son contrat que il devra percevoir 3 mois de salaire et pas la fin de son contrat. Lui, Thauvin, réclame les 12 millions pour la reste de son contrat. Alors, ça, c'est pour encore préciser sur Thauvin le côté vénal de la personne. J'ai l'impression que, voilà, sur la fin de carrière, il était plutôt, par rapport à sa Coupe du Monde remportée, à penser plutôt qu'à sa gueule, plutôt qu'aux équipes où il jouait. Par exemple à l'OM, par exemple au Tigres, par exemple maintenant peut-être à Udinese. Peut-être que s'il veut rester à Udinese, je crois qu'il est à Udinese, peut-être qu'il va réclamer encore un plus gros salaire. Voilà, ça c'est mon avis sur Thauvin. Sur sa fin de carrière, il a été un petit peu énervant, on va dire. Parce que c'est sa fin de carrière, hein, on va pas citer autre chose. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle a été assez courte, non, 36 minutes encore. Voilà, pour le sujet principal, c'est les supporters. Thauvin, je m'en balle les steaks. Voilà, je ne voudrais pas qu'il revienne à l'OM. Pour rien au monde, je voudrais le retour de Florian Thauvin. Si on me parle d'un retour, je préférerais largement un retour de pourquoi pas Lucas Ocampos. Pourquoi pas, on pensait dernièrement. Mais non, les retours, non. C'est pas ma cam. C'est pas trop ma cam. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain. Voilà, demain matin, pas la même horaire, mais on se retrouve quand même demain. Et n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et le partage aussi. Le partage très important, comme la cloche. Pas moins la cloche, mais la cloche. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée encore une fois. Vive le foot chez Sebache Foot. Allez l'OM et force aux supporters! La 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 la.